Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce live. Bienvenue. On parle posture parentale aujourd'hui. Posture parentale en lien avec la situation que j'ai reçue la semaine dernière, qu'on a commencé à aborder lundi, mardi. Et c'est déjà notre dernière semaine de live. Hein? Déjà la 8e semaine, ça a passé vite. Et comme je vous dis, en tout et partout, s'il y a des fois vous avez manqué certains lives, salut ma chère Nadège! Si vous avez manqué certains lives, vous pouvez toujours les retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Donc c'est Mind, Body and Soul, Pat et JC. Et donc là, vous pouvez retrouver toutes les lives en lien avec tous les sujets, parce qu'on a parcouru beaucoup de sujets depuis le début des lives. Des sujets super intéressants que les parents m'envoyaient. Donc, bisous! Donc, voilà. Donc, très heureuse d'avoir parcouru tout ça avec vous. Je vous invite à me poser des questions au fur et à mesure des lives. Moi, j'aime toujours ça, avoir des questions, s'il y a des trucs pour vous qui vous font penser à votre enfant, à des enfants auxquels vous intervenez. Vous-même, peut-être quand vous étiez jeune. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. Moi, j'adore les questions. Donc, allez-y pleinement. Et autrement, je sais que pour la plupart, vous aimez aussi m'écrire en privé. Donc, vous pouvez toujours m'écrire un message par la suite directement sur mon profil. Donc, la situation va comme suit. Mon enfant a 6 ans et change constamment de main lorsqu'il utilise son crayon ou même les ciseaux. L'enseignante me dit que c'est mauvais pour son écriture, quoi faire? Donc, on a vu lundi tout ce qui peut amener un enfant de 6 ans à changer constamment de main. Donc, avoir une préférence manuelle qui n'est pas encore établie. Ensuite, hier, on est allé plus loin dans la théorie neurologique et neurodéveloppementale liée à la cause. Hein. Pourquoi cet enfant fait ça? Bien évidemment, un enfant ne change pas de main pour rien. Hein? Un enfant, comme je vous ai dit hier aussi, moi, tout ce qui est en lien avec quand on nomme que quelqu'un est ambidex, par exemple, en tant que spécialiste en neurodéveloppement, pour moi, c'est vraiment associé davantage à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, comme je disais, quand il y avait l'aspect religieux et culturel, qu'on tapait avec une règle sur la main pour que tout le monde devienne droitier. L'ambidex provenait beaucoup de ça, dans le sens que l'humain est fait pour avoir, et je le mentionnais bien hier, est fait pour avoir un côté préférentiel, que ce soit au niveau de la main, au niveau de l'œil, au niveau de l'oreille, au niveau de l'articulation temporomandibulaire, donc au niveau du côté de votre mâchoire que vous mâchez, que vous mastiquez, et au niveau de votre jambe. Pourquoi? Parce que l'humain est fait pour être adroit, pour être efficace, pour être rapide, pour être efficient. Et donc, de tout le temps pas savoir lequel des deux côtés on utilise, ce n'est pas efficace. On a parlé aussi du corps calleux, donc comme quoi que c'est la structure la plus importante pour l'établissement de la latéralité, du côté préférentiel. Et donc, quand que dans la jeune enfance, étant poupon, petit enfant, etc., on a manqué de stimulation de par comment notre corps bougeait dans l'environnement, qui a mené au développement de la motricité fine, c'est là qu'on arrive à justement 4 ans, 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans, à des écarts par rapport à ce qu'on devrait voir dans le développement. C'est-à-dire qu'à 4 ans,
la latéralité devrait être pas mal assez établie. Ou certes, je vous l'ai dit hier, le corps calleux arrive complètement à maturité à 8 ans. Donc, ça veut dire que à 8 ans, sans nulle ombre d'un doute, on a un côté préférentiel. En fait, tout notre côté préférentiel devrait être pleinement établi. Et ce pourquoi on commence à introduire, notamment au Québec, toutes les notions d'écriture, lecture à 7 ans. Parce qu'on sait qu'à 8 ans, là, au niveau neurodéveloppement, dans la neurotypie, on devrait pouvoir pleinement apprendre à écrire et à lire avec pleine facilité. Sauf que si on n'a pas eu assez de connexion synaptique au niveau du corps calleux, c'est là qu'arrivent les troubles d'apprentissage, notamment les dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, dyscalculie. Moi, j'ai mis sur ma plateforme www.patricia-ergothérapeute.com dans la section espace intervenant une formation justement sur les 10. Une formation, non, c'était plus une conférence en fait. Une conférence d'1 heure et demie sur les 10 pour vous expliquer et vous donner toute la théorie et les stratégies par rapport aux 10, parce que souvent, c'est quoi? On va appliquer des stratégies qui sont un petit peu plus cognitivo-comportementales, alors que quand on comprend dans le neurodéveloppement que c'est plutôt lié à un manque de connexion synaptique lié au corps calleux et donc lié à la motricité, bien entendu qu'on n'aborde pas les 10 de la même manière. Et trop souvent, moi, je vois dans la dyslexie, par exemple, qu'on va faire écrire 10 fois le mot chapeau pour apprendre le mot chapeau. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Parce que dans les 10, tout est relié à la corporalité, à la motricité, à la conscience corporelle, à la conscience spatiale. C'est pour ça qu'il faut aller bien aborder les problématiques à la source. Sinon, en termes d'intervention, qu'on soit parent, intervenant, professionnel de la santé, on fait n'importe quoi. Et l'enfant devant nous, il est tributaire de ce qu'on va lui apporter parce que lui, il sait pas. Il sait pas comment faire. Il veut l'apprendre, le mot chapeau, là. Il a toute la volonté du monde, le petit enfant, là. Mais c'est à nous d'aller chercher les bonnes informations. Ce que vous faites en ce moment, notamment dans le live, d'être ici, d'aller chercher des bonnes informations, parce que trop souvent, on voit un peu... Moi, je vois beaucoup de choses qui ne sont pas d'ordre des évidences scientifiques et d'ordre du neurodéveloppement dans plein de livres, dans plein de blogs pour parents. Il faut être prudent par rapport à ça. Et donc, la posture parentale aujourd'hui, quel genre de posture parentale il faut avoir? Bon, vous avez un enfant de 6 ans. Est-ce que c'est une bonne posture parentale selon vous de forcer l'enfant à utiliser un côté plutôt qu'un autre? On en a abordé un petit peu hier, mais la réponse c'est non. Si vous forcez l'enfant à utiliser la main droite ou la main gauche, je vous l'ai dit hier, ça va venir figer certains aspects au niveau de ses aires cérébrales. Bonjour à vous! Et l'idée ici, c'est de ne pas figer, bien entendu, certains aspects, parce que ça va venir créer d'autres problématiques plus tard. Donc, plutôt que de forcer, on va revenir tout simplement en amont. Une autre posture parentale qui n'est pas l'idéal, c'est de perdre patience par rapport à notre enfant, de se dire, là, décide-toi, nanana, puis d'évacuer une sorte de frustration ou d'impatience. Ça, je l'ai dit dans dans tous mes lives. Quand vous réagissez avec une forme d'agressivité ou d'impatience envers votre enfant, ou voire même de la culpabilité, ça déclenche chez votre enfant une réaction de stress. Donc, au niveau du système limbique, l'amygdale, qui est le bouton du système d'alarme de notre système nerveux, est enclenché
et ça déclenche une réaction complète de stress dans tout le système nerveux de l'enfant avec libération d'hormones du stress, donc cortisol, adrénaline, noradrénaline. Et donc l'enfant, à chaque fois qu'il va être face à son crayon, ses ciseaux, peut-être même ses ustensiles, il va avoir un réenclenchement de ce qui s'est passé avec vous en tant que parent ou intervenant ou professionnel de la santé à ce moment-là. Donc, il va finir par vivre une aversion, un sentiment de culpabilité, un sentiment de ne pas être à la hauteur associé à l'utilisation, par exemple, du crayon, des ciseaux, des ustensiles, peu importe. Et donc, ce n'est pas une bonne chose. Parce que l'enfant ne fait pas exprès. Hein? C'est souvent ça que j'ai répété dans l'aspect de la posture parentale. L'enfant ne fait pas ça pour vous faire suer. L'enfant ne fait pas ça par caprice ou par manque de motivation ou d'implication. Hein? C'est des choses que j'entends beaucoup. Hein? Moi, je vous dis, ça fait 15 ans que je travaille en pédiatrie. J'ai entendu un peu de tout au niveau de ce qu'on peut penser d'un comportement d'un enfant. Alors que l'enfant, non, c'est juste que manqué de stimulation, il n'est pas en mesure de manifester ce qu'on souhaite voir de lui. Donc, notre attente n'est pas en lien avec ses capacités. Et donc, si on pense que c'est un caprice, une manipulation, une forme de paresse, de manque de persévérance, un manque de motivation, ou que vous commencez à avoir des conversations avec votre conjoint ou avec des amis en disant « Ouais, mon enfant, il a de la misère à utiliser son crayon, il change tout le temps de main, c'est pas top pour l'école, l'enseignante me dit que c'est pas bon, il est déjà dans des problématiques à l'école. » L'enfant entend tout ce que vous dites. Puis bien entendu qu'il est intelligent, puis bien entendu que ça le fait sentir coupable. Donc ce n'est pas une bonne chose. Hein? Puis vous me voyez à chaque fois dans mes lives, je vous explique autant la posture parentale à ne pas adopter, à éviter, et la posture parentale idéale. Mais la posture parentale à éviter, elle est importante à nommer parce que par manque de connaissances, bien entendu, que vous avez des bonnes intentions, hein? Mais par manque de connaissances, ça a quand même ses répercussions sur l'enfant. Et donc, il faut être prudent, il faut faire attention à ce que vous dites. L'enfant le sent. Les enfants sentent tout. Que ce soit à travers vos mots, que ce soit à travers vos regards de déception ou à travers votre ton de voix, à travers votre posture même, comment vous vous tenez par rapport à lui. Ils sentent. Et quand que le petit loulou, ben c'est pas de sa faute parce qu'il a manqué de stimulation, puis qu'il n'a pas pu faire émerger les capacités par lui-même, ben d'en rajouter une couche en le faisant sentir coupable, c'est pas la stratégie. Puis vous voulez pas non plus que tous les moments liés à l'écriture, ça devienne une bataille. Pourquoi? Parce que l'écriture fait partie de 90% des tâches qu'un enfant fait à l'école. Donc, si d'emblée, à chaque fois, vous vous fâchez parce qu'il change de main à 6 ans, ben, imaginez tout le lot de stress et d'émotions négatives que l'enfant va lier dans sa tête au niveau de son système limbique émotionnel en lien avec la tâche d'écriture ou en lien avec la tâche d'utiliser un crayon, du moins pour dessiner ou colorier. C'est pas ce qu'on souhaite. Parce que l'enfant, il va écrire, puis il va écrire longtemps dans son cheminement académique. On s'entend. Donc, maintenant, la posture idéale. La posture idéale, c'est d'aller voir votre enfant, puis toujours de le questionner dans une pleine curiosité. Hein, parce que, mettons, votre enfant, bon, il alternait de main.
OK, c'est pas nouveau. Hein? S'il y a 6 ans, ça veut dire qu'il alternait à 3, à 4, à 5. Fait que c'est rien de nouveau pour vous. Mais là, vous commencez, vous, à sentir un stress, puis à sentir un inconfort par rapport au fait qu'il change de main, tout simplement parce que l'enseignante vous a dit « Ouh, ça sera pas bon pour son écriture ». Donc, vous-même, vous avez à gérer votre propre sentiment, peut-être de culpabilité ici, ou de honte, ou peu importe, mais qui appartiennent pas à votre enfant, qui vous appartient parce que l'enseignante vous a levé ce que je vous disais, un red flag. Donc, premièrement, vous devez prendre ce que l'enseignante vous a dit tout simplement comme un message pour vous dire « Oh, il serait intéressant que l'enfant puisse travailler dans le fond, toutes ses capacités en lien avec la motricité fine et la motricité, tout ce qui est en lien avec l'écriture, la préécriture. Donc, si vous-même, vous ressentez un sentiment de honte ou de culpabilité de ne pas être à la hauteur en tant que parent parce que vous avez sûrement vu les signes avant, ne soyez pas trop sévère envers vous. Ça arrive. Des fois, c'est notre premier enfant, on n'a pas de comparatif. Mais ne vous mettez pas de pression, mes chers parents. Jamais, jamais, jamais. L'important, c'est que vous soyez là. L'important, c'est que vous voulez soutenir votre enfant. Et justement, la maman qui me pose la question, c'est qu'elle veut pouvoir aider son enfant. Donc, c'est ça l'important. On part tout le temps, à partir du moment où ce que vous voulez changer les choses, parfois on part de là. Mais jamais de vous sentir coupable de quoi que ce soit. Maintenant, comment on aborde ça avec l'enfant? Comme je vous l'ai dit, avec un enfant, il faut se positionner tout le temps en forme de curiosité. Hein? De dire à l'enfant, parce qu'il a 6 ans, « Ah, c'est drôle, tu utilises autant ta main droite que ta main gauche. Pourquoi? » Mais en douceur, en pleine curiosité. Et là, l'enfant va pouvoir dire, « Ah, mais c'est parce que j'ai mal à ma main. Donc, j'utilise l'autre main. » Ou « Ah, mais c'est parce que je sens pas bien mon crayon dans ma main, donc j'utilise l'autre main. » Ah, mais c'est parce que... Et là, il va pouvoir vous donner des indices. Hein, je vous ai dit hier puis avant-hier, un enfant qui ne sent pas très bien ses mains, donc que les doigts ne sont pas dissociés, bien entendu qu'il va alterner de main. S'il y a une douleur, ça nous donne d'autres indices. S'il dit, je sais juste pas quelle main choisir parce que, puis qu'il alterne autant avec des ciseaux, la brosse à dents, le verre d'eau, n'importe quoi qu'il utilise, ça vous donne d'autres indices. Et donc, à partir de ces indices-là, vous pouvez appliquer des meilleures interventions. Si l'enfant, par exemple, il vous dit « Ah, mais c'est parce que je sens pas mes mains, fait que là, j'alterne, puis là, finalement, je sens plus ma main, fait que j'alterne. » Ça veut dire que possiblement que cet enfant-là a une hyposensibilité tactile ou peut-être même proprioceptive au niveau des mains. Il faut réveiller les mains. OK? Donc, pour ça, oui, on va aller vers des stratégies qui vont permettre de faire le réveil des mains. Et ça, on va en reparler demain dans les solutions concrètes. Mais tu sais, par exemple, des bacs sensoriels dans lesquels l'enfant va pouvoir faire l'éveil de ses récepteurs. Hein? Et je vous ai parlé hier, ça peut être aussi des massages qu'on va parler plus en détail demain dans les solutions, mais des massages pour faire en sorte qu'il y ait une belle dissociation des doigts qui se crée. Et là, l'enfant va avoir des mains éveillées pour utiliser son crayon et il n'y aura pas besoin nécessairement d'alterner parce que la main elle-même va être éveillée et va pouvoir bien sentir. Elle va pouvoir bien sentir l'outil qu'elle utilise. Et il n'y aura pas de sens à changer. Dans la posture parentale aussi, au-delà d'être curieux, ayez une approche de jeu avec votre enfant. Tu sais, par exemple, OK, tu utilises tes deux mains, est-ce que tu peux, par exemple, écrire ton nom avec telle main? Écrire ton nom avec telle main. OK? Lequel des deux t'aimais mieux? Ah, j'aimais mieux avec telle main. Puis là, vous pouvez mettre, par exemple, un collant rouge
sur sa main droite, puis un collant bleu sur sa main gauche. Donc, t'aimais mieux ta main rouge ou t'aimais mieux ta main bleue quand tu as écrit? Ah, j'aimais mieux ma main rouge. OK, parfait. Là, vous lui donnez un papier avec un ciseau. Parfait, découpe avec une main ou découpe avec l'autre main. Laquelle des deux t'as aimé mieux découper, la main rouge ou la main bleue? Ah, la main bleue. Pourquoi? Et là, vous voyez, vous allez pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Et en même temps, vous faites des tests. Ah, c'est important. Nous, en ergo, moi, à ma clinique, comment je fonctionnais pour faire justement faire réaliser à l'enfant un petit peu plus son côté préférentiel tout en travaillant ce que je vous disais hier, le croisement de la ligne médiane et la coordination bilatérale, c'est qu'on exposait l'enfant à une foule d'activités, de tâches différentes dans laquelle il devait choisir sa main et le faire constater ce qui était le plus efficace. Et de plus en plus, dans les tâches, on allait mettre les outils du côté qu'il mentionnait qu'il trouvait que c'était plus agréable. Fait que, tu sais, par exemple, en tout et partout, s'il trouve tout le temps ça plus agréable avec la main droite versus la main gauche, on va mettre toujours les outils du côté préférentiel pour susciter à ce qu'il l'utilise davantage, tout en sachant, et ça on va en parler demain dans les solutions concrètes, qu'on va faire un travail pour retravailler les connexions synaptiques au niveau du corps calleux et qu'on va le faire travailler en croisement de la ligne médiane puis en coordination bilatérale. Mais en tout et partout, vous, votre attitude, plutôt que d'imposer vos exigences, de lui mettre de la pression, de juger le fait qu'il alterne de main, de le faire sentir coupable, ça, c'est absolument rien constructif. Ce qui est constructif pour vous, c'est de savoir pourquoi il fait, avec quel outil, quand il prend un verre d'eau, il va le prendre avec quelle main, puis de le faire réaliser lui-même. Ah, mais pourtant, quand je prends le verre d'eau, non, quand je découpe, parce que l'enfant, il est capable de faire des liens, puis de voir quand même, de nommer. Est-ce que je suis plus confortable avec une ou je suis plus confortable avec l'autre? L'enfant est capable de vous nommer ses ressentis, tout comme il est capable de dire j'aime mieux les pommes que manger une poire. L'enfant, il est capable de nommer ce qu'il sent. Et donc, même dans le domaine lié à la motricité fine, à l'écriture, il faut être curieux et avoir une approche un peu dans le jeu pour pouvoir essayer de calmer le jeu, parce que souvent, justement, on va voir que les éducateurs, les enseignants, ils vont pouvoir peut-être même mettre beaucoup de pression sur l'enfant. Mais encore une fois, en tant qu'éducateur puis enseignant, le but, c'est pas de mettre de pression. Le but, ça va être vraiment d'exposer l'enfant à une foule d'outils, comme je vous disais hier, de différentes formes, sur différents, par exemple, papiers pour qu'il puisse explorer avec plein d'activités bilatérales et non le faire sentir coupable d'alterner de main. L'enfant ne peut pas mettre à exécution un comportement s'il n'en a pas les capacités. Donc, bien entendu, en tant qu'accompagnant, que ce soit pédagogique, académique, ou en tant que professionnel de la santé, c'est à nous d'avoir une posture dans laquelle il va pouvoir se sentir bien, en confiance, pour construire ses capacités. Mais si nous-mêmes, on est stressé, on est exigeant, on met de la pression, on est en colère, on est impatient, non, l'enfant, il ne voudra pas participer à vos activités. Ça, c'est sûr. Même chose au niveau des enseignants, des intervenants à l'enfance ou les professionnels de la santé. Plus vous mettez de la pression sur l'enfant, plus lui, ça déclenche, que je vous ai dit tout à l'heure, sa réaction de stress. Avec son lot d'hormones du stress dans tout le corps. Donc, au-delà d'associer l'activité à quelque chose de stressant, il va vous associer à ce stress-là aussi. Fait qu'en tant qu'intervenant ou en tant que professionnel, c'est pas une bonne idée. Parce qu'au niveau du professionnel de la santé, vous devez et vous voulez maintenir votre alliance thérapeutique, puis
Puis au niveau d'un intervenant à l'enfance, comme un enseignant, ben vous voulez pas que l'enfant, à chaque fois qu'il vient en classe, il y a une réaction de stress qui se déclenche dans son système nerveux à votre vue, parce qu'il associe vous, avec le crayon, avec les tâches, à une notion de pression. Vous voulez être l'accompagnant dans le développement de ses capacités et non le grand méchant loup qui lui met de la pression au moment où ce qui fait ses tâches. Donc ça, c'est super, super important. Est-ce que vous avez une question jusqu'à présent? Ou c'est clair? Vous me dites. Donc, par rapport à la question, l'enseignante dit à la maman que c'est mauvais pour son écriture. Moi, ce que je recommande en tout et partout, le but ici, c'est de lever un red flag en disant oui, il y a un écart par rapport à la norme. Mais en tant que parent, jamais vous sentir coupable, comme je dis, de quoi que ce soit. Puis quand l'enseignante vous transmet ça, peut-être qu'elle-même, elle se met des exigences pour que l'enfant, votre enfant, rattrape l'écart au niveau des autres. Mais chacun son rythme. Donc, ça sert à rien de mettre de la pression, ça sert surtout d'identifier la cause et d'appliquer les bonnes stratégies en lien avec la cause. Donc, l'idée ici, en tant que parent, si vous vous sentez mal par rapport à l'enseignante, essayez de voir plutôt ça comme étant justement un avis de la part de l'enseignante et après de faire partie de son équipe, de créer une alliance avec l'enseignante puis de dire, regardez, à la maison, j'ai observé qu'il prend son verre d'eau, sa brosse à cheveux, sa brosse à dents, ses ustensiles, son crayon, son ciseau avec telle main. Et je lui ai mis des petits collants, on dit en France c'était des petites gommettes sur les mains, et il me manifestait être plus à l'aise avec telle main. Je pense qu'en général, on se dirige peut-être vers la main droite. Mais de créer justement ce lien avec l'enseignante dans le sens que on calme le jeu et surtout que l'enseignante voit que vous vous impliquez en tant que parent. Parce que souvent, les enseignants ils vont penser qu'ils rament tout seuls pour faire évoluer les capacités de votre enfant. Alors que vous, en tant que parent, en tant que posture idéale, de nommer, non, je le cerne depuis que 3-4 ans, je vois qu'il alterne tout le temps de main. Ça ne m'a pas inquiété jusqu'à maintenant. Maintenant, je comprends que ça peut avoir un impact sur son écriture. Donc, je m'implique. Je m'implique à la maison. Et j'essaie de voir avec mon enfant, j'essaie de travailler de différentes manières pour justement l'amener vers une dominance manuelle établie. Et donc, si l'enseignant voit que vous travaillez en équipe avec lui, ça va vous soulager en tant que parent au niveau de votre posture parentale de dire je peux pas aller plus vite que le rythme de mon enfant de toute façon, mais c'est surtout que vous savez que vous mettez en place des stratégies qui vont dans le même sens que l'enseignante. Donc ça, c'est super, super intéressant à se rappeler. Donc voilà mes chers. Hyper important de toujours de voir votre posture parentale avec un œil extérieur, d'essayer de vous auto-analyser, parce que peu importe les situations qu'on a vues pendant les lives, que ce soit les crises d'un enfant dans les endroits publics, la panique à l'habillage, un enfant par exemple qui s'isole et qui ne joue pas avec les autres enfants et qui préfère jouer aux jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu aussi un enfant qui s'agite tout le temps juste avant le sommeil de nuit, avant le dodo. On a vu tellement de situations, mais la posture parentale, elle est clé. Parce que vous êtes l'adulte significatif qui est le modèle de votre enfant et c'est vous qui lui donnez un peu le guideline de comment il doit vivre les événements d'une certaine manière. Et si vous-même vous êtes paniqué, vous lui mettez de la pression, vous êtes stressé, etc., à chaque fois,
ça nuit plus à la situation que d'autres choses. Hein? Donc, de vous dire, OK, à chaque fois que mon enfant a une difficulté, il fait une crise, il est agité, il est paniqué, il fait un comportement que je ne comprends pas, ça c'est parce que il y a quelque chose qui explique ça derrière, et de vous essayer de devenir, hein, comme je vous disais, un Sherlock Holmes de votre enfant, ben là, votre enfant va se sentir accompagné, guidé, supporté, et il va beaucoup plus évoluer au niveau de ses capacités neurodéveloppementales parce que le système limbique va être calme, va être rassuré, il n'y aura pas d'hormones du stress, et la base de tout apprentissage, de toute construction, c'est le sentiment de sécurité. C'est pour ça que la posture parentale, c'est hyper important. Hyper important. Donc voilà mes chers, demain on y va à fond avec les solutions concrètes. Donc on va aller voir des activités au niveau du croisement de ligne médiane, au niveau de la coordination bilatérale, au niveau sensoriel, au niveau motricité globale qui mène à la motricité fine, au niveau de la motricité fine elle-même. Donc voilà, on va avoir beaucoup de plaisir. Donc on se retrouve demain sans faute, même heure, même poste, ou bref, je vous avise en story à quelle heure on se voit demain. Donc voilà mes chers, gros bisous, à demain!